des mecs à qui on la fait pas. Alors trouvez-moi quelque chose qui ressemble à une empreinte, qu'ils voient qu'on nous la fait pas, à nous non plus. Bienvenue sur Fringe-Flix. Le film d'aujourd'hui est un film d'action, policier et braquage, intitulé The Town. Le quartier de Charlestown, Boston est connu pour son nombre élevé de braquages de banques tout au long de l'année. 4 amis de longue date sont particulièrement doués pour cela, Doug, Jem, Glancy et Dez. Doug est le cerveau de leur plan et il indique aux 3 autres tous les détails qu'ils doivent mémoriser sans faute avant leur prochaine opération. Quand un garde entre dans la banque avec un sac d'argent, ils en profitent pour le pousser et entrer avec lui, prenant immédiatement le contrôle de la situation. Toutes les personnes présentes sont jetées à terre, leurs téléphones portables sont pris, les voleurs vident la caisse, ils obligent la directrice Claire Casey à ouvrir la chambre forte. Après avoir pris tout l'argent et mis les disques durs des caméras de sécurité dans un micro-ondes pour les détruire, les voleurs commencent à verser de l'eau de javel partout pour éliminer toute preuve d'ADN, sans savoir que Claire appuie sur un bouton d'alarme silencieux avec son pied, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand ils s'en aperçoivent enfin, Jem tabasse l'assistant manager en croyant que c'était lui, et alors qu'il bouge violemment. Et Claire a pu voir le tatouage de son cou. Voyant que la police est sur le point de les encercler, Jem décide de prendre Claire en otage avec eux, ce qu'ils ne font jamais. Ils lui bandent les yeux avant d'enlever leur masque et une fois qu'ils sont assez loin de la banque, ils la déposent sur la plage. La scène de crime est prise en charge par le FBI, avec l'agent spécial Adam Frawley. Il peut voir que les voleurs ont pris soin de chaque détail possible et n'ont laissé aucune preuve derrière eux, ce qui signifie qu'ils doivent être des professionnels. Ces hommes trouvent également le van utilisé pour le vol, mais il a été incendié et personne dans le quartier n'est prêt à témoigner. Le jour suivant, Frawley interroge Claire, qui lui raconte le peu qu'elle sait, et le détail du tatouage, et que les voleurs ont menacé de la tuer si elle donnait des informations au FBI. Pendant ce temps, les 4 voleurs se réunissent pour discuter de la terrible idée de Jem de prendre un otage. Mais quand il arrive, il apporte de pires nouvelles, il a la carte d'identité de Claire et a remarqué qu'elle vit près d'eux, donc elle le verra souvent dans le quartier. Il pense qu'il devrait la suivre autour d'elle et s'assurer qu'elle est assez effrayée pour ne pas parler. Mais Doug prend le relais et dit qu'il le fera, parce que Jem a déjà été en prison une fois, et qu'il ne peut pas se permettre une seconde récidive. Mais en vérité, il n'a pas confiance en la violence de Jem ces derniers temps. Ensuite, Doug et Jem font le tour du quartier, pour effectuer les paiements nécessaires à leur vendeur d'armes, Fergie, un mafieux irlandais dont la façade est un magasin de fleurs. Puis ils passent la soirée à boire, à jouer et à se droguer avec des call-girls. La nuit suivante, tous les 4 prennent un verre dans un bar, lorsqu'ils sont abordés par Chris, la sœur de Jem, et une mère célibataire. Elle et Doug ont été ensemble, et elle dit qu'il lui manque, mais Doug ne veut rien savoir d'elle et part. Le lendemain, Doug commence à suivre Claire et entre dans la laverie après elle. Quand elle se met à pleurer parce qu'elle trouve des taches de sang délavées sur sa chemise, il en profite pour établir le contact, prétendant la réconforter. Pour qu'elle se sente mieux, il l'emmène pour boire un verre. Ils discutent, et se lient d'amitié, même si Doug lui ment en lui disant qu'il travaille dans le bâtiment, et que son père vit en banlieue au lieu d'être en prison. Puis il l'emmène faire un tour en bateau, en prétendant qu'il appartient à un ami, mais en fait il s'y introduit juste pour ça. Lorsqu'elle l'interroge sur tous les braqueurs de banque qui vivent à Charlestown, il répond simplement que les histoires sont exagérées. Le lendemain, lorsque Doug rencontre Jem, il lui dit qu'il a Claire sous contrôle et qu'il n'est pas nécessaire de la tuer. Après avoir interrogé et battu un de ses contacts criminels, Frawley obtient un indice, ces voleurs ne faisaient pas des camions comme les autres, ils savaient comment travailler la boîte. Ce genre de connaissance ne peut être acquis qu'en travaillant dans un endroit comme Vericom, donc il commence à examiner les dossiers de travail et les profils des employés. Frawley rencontre aussi Claire pour déjeuner et lui poser d'autres questions et essaie de flirter avec elle, mais elle lui dit qu'elle voit déjà quelqu'un en quelque sorte. Claire et Doug commencent à sortir ensemble, ce que Doug cache à sa bande. De plus en plus, ils deviennent proches. Claire admet qu'elle travaille avec le FBI, et Doug fait semblant d'être simplement curieux, pour lui demander s'ils ont des suspects possibles. Elle mentionne également le tatouage qu'elle a vu, dont elle ne sait pas si elle doit en parler à Frawley, car cela peut la faire tuer. Doug lui conseille de garder le secret pour l'instant, comme une carte qu'elle pourra jouer plus tard, surtout si cela signifie d'éviter la protection des témoins. Au chemin du retour, Doug lui dit que sa mère l'a quitté quand il avait 6 ans, et qu'il a essayé de la retrouver, mais que son père n'a jamais rien fait. Au cours d'un de leurs rendez-vous, Claire raconte qu'elle a dû prendre le chemin le plus long, pour se rendre au travail, car des membres de gang jettent des bouteilles sur son véhicule, quand elle prend la route normale. Donc après l'avoir déposée chez elle, Doug passe prendre Jem,
et ensemble ils vont intimider les agresseurs. Jem s'emporte et tire sur la jambe du type, avant d'enlever son masque et de lui montrer son visage. Doug n'est pas content de la violence de Jem ces derniers temps. Pendant ce temps, Froley trouve le dossier de D, comme employé de Vericom, dont les arrêts maladie correspondent aux dates de divers braquages de banque. Cela leur permet de le suivre dans un barbecue familial, et de découvrir l'identité de toute la bande, bien qu'il leur manque encore des preuves tangibles pour les attraper. Pour l'instant, Froley ordonne à ses agents de les surveiller tous. Alors qu'ils déjeunent ensemble, Claire dit à Doug que ce temps lui rappelle le jour où son frère est mort. Quand elle quitte la table un moment pour aller aux toilettes, Jem apparaît soudainement et s'assoit avec Doug, qui craint maintenant qu'il ne découvre son secret. Il essaie de le faire partir, mais en vain. Claire revient et alors que Jem est clairement choqué de la voir, il joue le jeu et bavarde un peu avant de partir. Doug s'assure de lui dire au revoir en guise d'excuse, pour couvrir le tatouage avec sa main. Plus tard, Jem confronte Doug à propos d'elle, pensant que c'est une mauvaise idée, de coucher avec la personne qui pourrait les envoyer en prison. Il n'en a pas parlé aux autres, mais il veut que Doug fasse quelque chose à ce sujet, et qu'ils se concentrent sur leur prochaine opération. Doug ne pense pas qu'ils soient prêts pour leur prochain vol, car il n'aime pas les gars avec qui ils vont travailler, donc il devrait trouver quelqu'un d'autre. Jem insiste, et Doug cède à une condition, ce sera son dernier travail. Par la suite, il va voir son père en prison, pour lui dire qu'il va peut-être s'absenter un moment, et lui demander pourquoi il n'a jamais cherché sa mère. Son père lui répond qu'il ne sert à rien d'essayer de chercher quelqu'un qui ne veut clairement pas d'eux. Le vendredi, c'est l'heure de leur prochaine opération. Ils se procurent des cheveux dans un salon de coiffure, pour en faire de fausses preuves, et se lavent soigneusement, et nettoient tout leur équipement avec de l'eau de Javel, pour qu'il n'y ait pas d'empreinte digitale. Puis ils prennent la voiture pour suivre un camion blindé, et le dévaliser dès qu'ils se garent. Tout se passe bien au début, mais l'un des gardes tente de se défendre, et pointe son arme sur eux. La police est également à leur trousse, alors pour ne pas perdre de temps, ils tuent le garde et retournent à la voiture, s'enfuyant aussi vite que possible pour ne pas se faire prendre. Ils provoquent de nombreux accidents en chemin, et les policiers les coincent enfin. Ils les abattent avant de s'enfuir et de s'échapper par le même chemin. Cette fois, Gloancy tente des manœuvres risquées, qui lui permettent de faire écraser les voitures de police les unes contre les autres. Ils arrivent à les semer, et trouvent leur quatrième équipier qui les attend dans une autre voiture. Ils changent donc de véhicule, et mettent le feu à la voiture précédente, bloquant ainsi le passage aux policiers. Froley, qui suit l'affaire depuis son bureau, ordonne à la police de fermer le pont, mais il est trop tard. Les voleurs le traversent avant que les policiers n'arrivent. Alors qu'ils changent à nouveau de véhicule, ils sont vus par un policier garé à proximité, mais ils ferment les yeux. Bien qu'il n'ait pas encore de preuves légitimes à utiliser, Froley veut au moins leur parler. Il envoie donc ses hommes les amener pour un interrogatoire. Après les avoir fait lire les lignes que les voleurs ont dit aux victimes, Froley essaie de poser quelques questions, mais Jem reste silencieux après avoir demandé un avocat. Doug, sachant qu'ils n'ont rien sur lui, il dit qu'ils ont toujours su qu'il était suivi par le FBI, parce que tout le monde sait à quoi ressemblent leurs antennes. La prochaine étape pour Froley est d'essayer d'obtenir des indices de Claire à nouveau, mais quand il appelle la banque, il apprend qu'elle a démissionné. Se méfiant d'elle maintenant, il demande à ses hommes de mettre son téléphone sur écoute, et apprend qu'elle a été en contact avec Doug pendant tout ce temps. Doug apprend également qu'elle a démissionné, lorsqu'il la rencontre pour lui offrir un collier de diamants. Il en profite donc pour lui demander de partir avec lui, ce qu'elle accepte. Une fois leur rendez-vous terminé, Claire reçoit la visite de Froley, qui remarque le collier, avant de lui montrer le profil de Doug et de lui dire la vérité. Pendant ce temps, Doug rencontre Jem, qui a reçu un nouveau boulot de Fergie, mais Doug le refuse et lui dit de trouver quelqu'un d'autre, parce qu'il en a fini avec lui. Cela met Jem en colère, qui l'accuse d'avoir abandonné Chris et son bébé. Mais Doug lui rappelle que personne ne sait qui est le père, et qu'il est reconnaissant à la famille de Jem, de l'avoir pris en charge quand il était enfant. Jem le rappelle qu'il a déjà tué un type, pour le protéger, et qu'il est allé en prison pendant 9 ans pour cela. Mais Doug n'est pas touché, il refuse toujours le travail. Il va ensuite voir Fergie pour l'informer. Mais Fergie ne veut personne d'autre, parce que Doug est le vrai cerveau des opérations. Il lui dit que son père est lui aussi parti en solo il y a des années, et c'est pourquoi Fergie a drogué sa mère. Elle n'est jamais partie, elle est morte d'overdose, et on a menti à Doug pendant tout ce temps. S'il n'accepte pas le boulot, Fergie menace de faire à Claire la même chose qu'à sa mère. Doug se précipite chez Claire, pour vérifier qu'elle va bien, mais elle le met à la porte et ne le laisse pas s'expliquer. Il essaie de garder un œil sur son appartement, et voit un des voyous de Fergie, accrocher une couronne mortuaire sur sa porte. Doug la détruit,
et accepte finalement qu'il n'aura d'autre choix que d'accepter ce boulot. Après avoir rendu visite à Chris, pour lui dire qu'il sera parti après l'opération, Doug tente à nouveau d'approcher Claire, et lui promet qu'il ne lui fera jamais de mal. Car il a volé de nombreuses banques mais n'a jamais tué personne, puis lui demande de l'attendre avant de partir. La bande se réunit pour écouter le plan de Fergie. Il a des informations confidentielles pour cambrioler le Fenway Park. Et ils le feront le matin après le grand match, quand leurs coffres seront pleins. Pendant ce temps, Froley approche Chris dans un bar, pensant qu'elle pourrait être le maillon faible de la famille. Après avoir fait semblant de flirter avec elle, il lui montre son badge, et laisse entendre qu'il sait qu'elle est une mule pour Fergie. Lorsqu'elle demande un avocat, il passe à l'action et sème la discorde, en soulignant que même si elle a été ensemble avec Doug pendant de nombreuses années, il ne lui a jamais acheté de collier en diamant comme celui pour Claire. Chris lui donne une fausse piste, et le jour de l'opération, Froley et ses hommes suivent le mauvais camion. Tandis que Chris rend visite à Doug, pour lui demander de l'emmener avec lui, car elle aussi veut une nouvelle vie. Mais Doug la met à la porte, après lui avoir dit qu'il partait avec quelqu'un d'autre. Froley la retrouve plus tard à l'hôpital, après qu'elle ait eu un accident de voiture. Il lui promet de trouver une protection pour elle et son enfant en échange d'informations. Ayant l'impression d'être toujours utilisée, elle cède et lui parle du Fenway Park. Pendant que Dee utilise ses connaissances d'électricien pour désactiver les alarmes et les caméras de sécurité, Doug et Jem se déguisent en policiers, et sont autorisés à entrer dans le stade par un contact de Fergie. Ils tombent sur des employés et des gardes, mais leur numéro de policier ne fonctionne pas. Ils sortent leurs armes et obligent les hommes à s'allonger sur le sol pour pouvoir les attacher. Ensuite, ils montent dans la salle de caisse, et disent aux employés d'ouvrir la porte et de ne pas lancer de signal de détresse, parce qu'il y a des hommes devant leur maison et qu'ils tireront sur leurs femmes s'ils tentent quoi que ce soit. Évidemment, ils sont autorisés à entrer, et après avoir rempli leur sac avec autant d'argent que possible, ils sortent par le parking, où Gloancy et Dee les attendent avec une ambulance. Le FBI encercle déjà le périmètre, mais dès que Jem les voit essayer de se faufiler, il ouvre le feu sur eux. Une fusillade entre les voleurs et les agents commence, et Gloancy se fait tirer dessus, mais il avait un gilet pare-balles. Pendant que les trois autres continuent à tirer, Dee se faufile en arrière et ouvre la porte pour qu'il puisse pousser le camion avec les agents. Après avoir refermé la porte, Doug dit à Dee que contrairement aux autres, il n'a pas de casier judiciaire. Donc qu'il peut sortir et ne prendre que 7 ans, et qu'aucun d'entre eux ne lui en voudra. Dee se sent plutôt insulté par cela, et reste. Le FBI lance des grenades paralysantes à travers les fenêtres, ils envoient des agents spéciaux à l'intérieur qui tirent sur Dee dès qu'il se lève. Gloancy décide d'opter pour un plan très risqué, il va sortir en voiture et garder l'attention du FBI sur lui, pendant que Doug et Jem remettent leur costume de flic et s'enfuient par la porte principale. Doug s'inquiète de la sécurité de Gloancy, mais il promet qu'il est un excellent conducteur et qu'il sait comment s'échapper. L'ambulance sort et parvient à descendre le bloc sans problème, mais quand le FBI ne peut pas l'arrêter en tirant sur ses roues, un sniper tue Gloancy en le touchant à la tête. Pendant que le FBI vérifie l'ambulance, pensant que tous les voleurs s'y trouveront, Doug et Jem réussissent à s'échapper facilement en se mêlant aux autres officiers. La ruse ne dure pas longtemps, cependant, le FBI reçoit des informations des otages, disant que les voleurs étaient en tenue de policiers. Froley commence donc immédiatement à chercher des officiers au comportement suspect. Il remarque rapidement que Jem s'éloigne avec un sac sur l'épaule et le suit dans un parking. Dès que Froley l'appelle par son nom, Jem ouvre le feu sur lui, et il se retrouve entouré par le FBI, pendant que Doug regarde de l'autre côté de la rue. Froley parvient à blesser Jem à la jambe, qui se rend compte qu'il n'a plus de balles. Refusant de retourner en prison, il sort avec ses armes à la main, ce qui amène les agents à l'abattre sur place. Doug ne veut pas que son sacrifice soit vain, et s'échappe en volant une voiture de police. Il se rend chez le fleuriste et tue Fergie et son voyou, sans être blessé en retour car il porte un gilet pare-balles. Ensuite, Doug récupère l'argent qu'il avait caché et appelle Claire, qui a le FBI avec elle et écoute sa conversation. Claire lui demande de venir, prétendant qu'elle est seule, mais Doug sait qu'elle ment, car il surveille l'appartement depuis un immeuble voisin. Il accepte tout de même d'y aller, lui demandant de le retrouver à la porte de derrière dans 1 heure. Après qu'il se soit à nouveau excusé auprès d'elle, Claire mentionne les jours ensoleillés comme un indice subtil pour lui faire comprendre que tout cela est un piège, et Doug joue le jeu. Pendant que le FBI attend avec Claire, Doug cache l'argent dans son jardin et laisse un mot sur la voiture de Froley l'insultant. Puis il quitte la ville en train en portant un uniforme. Froley se méfie de Claire mais il n'a aucune preuve, et Claire est libérée de toute accusation. Quelques jours plus tard, elle trouve l'argent que Doug a laissé pour elle avec une note disant qu'un jour ils pourront se revoir. Merci d'avoir regardé ce récap jusqu'à la fin. Pour plus de résumés de ce genre de film,
Abonne-toi et active la cloche de notification, et n'oublie pas de me dire ce que tu préfères comme type de film dans les commentaires. À très vite sur Frenchflix.